Pensez à ce que vous savez déjà du forgeron médiéval. Le feu, le fer, les muscles, le bruit du marteau sur le métal à l'aube. Vous voyez un artisan qui fabriquait pour durer. Cette image est plus vraie que tout ce que le cours d'histoire vous a appris. Mais voilà ce que le cours d'histoire a laissé de côté. Un forgeron médiéval qui produisait du fer qui rouillait était un forgeron médiéval mort. Pas renvoyé, pas en difficulté. Mort, parce que le chevalier dont l'armure lâchait sous la pluie mourait. La charnière de porte qui pourrissait laissait entrer l'ennemi. Le soc de charrue qui se désagrégeait pendant un printemps humide, c'était pas de récolte. Et sans récolte, le seigneur prenait votre grain à la place. Ils n'avaient pas l'option d'un abonnement à un convertisseur de rouille à remplacer au bout de 6 mois. Ils ont réglé le problème une fois. Ça tenait des décennies. Vous avez accès à la même physique, là, tout de suite. Mais on vous a vendu l'abonnement à la place. La technique qui gardait le fer intact sous 20 ans de pluie anglaise coûte rien. Pas presque rien. Rien. Une poignée de graisse fondue et un feu bien chaud. C'est toute la liste. Il y a une décision bien précise que les forgerons de châteaux comme Bodiam, construits en 1385 dans les marais détrempés de l'East Sussex, prenaient avant même de ranger une lame. Pas le fer, pas la trempe. Une seule décision, sur ce qu'ils frottaient ensuite sur le métal. Cette décision arrive. D'abord, sachez que ça n'a pas été oublié. On l'a rendu peu pratique, vers 1880, et le secteur exact qu'il a fait est celui qui fait aujourd'hui payer au foyer moyen plus de 40 $ par an en convertisseur de rouille, bombes aérosols et lames de rechange pour des outils censés durer une génération. Ils avaient trouvé une solution définitive, puis quelqu'un a compris qu'on ne facture pas le définitif. Vous allez comprendre comment. Le marché des revêtements anti-corrosion, le secteur qui vous vend peinture anti-rouille, primaire et sprays, était évalué à un peu plus de 30 milliards $ par an, d'après le cabinet d'analyse Grandview Research dans son rapport sectoriel de 2022. 30 milliards $, chaque année, pour vendre une solution à un problème que les artisans réglaient gratuitement depuis 7 siècles. Le cycle du produit dépend de la réapplication. Il dépend de l'impermanence. Un convertisseur de rouille qu'on pulvérise au printemps et qu'il faut remettre avant l'hiver, c'est un produit au cycle de facturation fiable. Les bandes de charnières en fer de la cathédrale de Wells, dans le Somerset, répertoriées par English Heritage comme ferronnerie d'origine du XIIIe siècle encore en service aujourd'hui, n'ont pas de cycle de facturation. On ne peut pas les facturer. Si elles sont intactes, c'est parce que ceux qui les ont faites comprenaient quelque chose sur l'huile et la chaleur que l'emballage commercial a discrètement enterré. Pas faux, gênant. Une charnière intacte de 1250 ne peut pas vous être revendue. On ne peut pas la remettre en rayon. Aucun linéaire pour quelque chose qui marche une fois et n'a jamais besoin d'être remplacé. Le cycle de facturation n'avait tout simplement pas de place pour le gratuit. Mais voilà la question que le secteur espérait que vous ne poseriez jamais. Comment ça marchait vraiment ? C'est ce qu'on voit maintenant. Ce n'est pas une idée neuve. Les Romains utilisaient de l'huile d'olive sur les outils en fer. Pline l'Ancien mentionne des traitements protecteurs à l'huile pour le métal dans son Naturalis Historia, achevé vers 77 après Jésus-Christ. Les artisans médiévaux ont affiné la technique et l'ont consignée avec précision. Vers 1125, un moine bénédictin se faisant appeler Théophilus Presbytère a rédigé un manuel technique en 3 volumes couvrant les grands métiers de son époque. Le 3e volume, de Diversis Artibus, soit des arts divers, est l'un des manuels d'artisanat médiévaux les plus précis qui nous soit parvenu d'Europe. Il décrit le travail du métal avec de vrais détails de procédure, pas des métaphores, pas de l'allégorie, des étapes. Théophilus décrit la protection des surfaces en fer par l'huile, appliquée sur un métal chauffé jusqu'à ce que l'huile se lie à la surface. Il présente le procédé comme une pratique courante, pas une innovation, quelque chose que tout forgeron en activité connaissait déjà. L'historien C.R. Dodwell a produit en 1961 une traduction anglaise de référence de Diversis Artibus, publiée par Thomas Nelson & Sons, et ce texte reste l'un des principaux témoignages sur le travail médiéval du métal dans le monde anglophone. Ce que les ingénieurs médiévaux avaient compris là-dessus, et ce que vous allez reproduire pour rien, repose sur un principe physique si simple qu'il tient en une seule phrase. L'huile change définitivement quand elle rencontre la chaleur. Ce savoir était courant d'un bout à l'autre de l'Europe médiévale, sans facture, sans fournisseur, sans contrat d'entretien. Le capitulaire de Willis, document de gestion des domaines royaux promulgué sous Charlemagne vers 812, impose le lin comme culture obligatoire sur chaque domaine impérial du royaume franc. C'est du lin que vient l'huile de lin. Ils la pressaient eux-mêmes, à chaque saison, pour le tissu comme pour l'huile. Le sous-produit attendait déjà dans l'atelier, et presque personne ne l'utilise. Vous avez vu ça toute votre vie. Vous n'avez juste jamais relié les points.
Pensez à une poêle en fonte bien culottée, le genre qui laisse glisser les œufs sans beurre, le genre de poêle que votre grand-mère avait avant de vous la laisser. Cette surface sombre, lisse, presque comme du plastique, ce n'est pas de la peinture, c'est de l'huile polymérisée. C'est de l'huile de lin, ou huile de graines de lin, même plante, même chimie, cuite dans le fer à haute température, jusqu'à ce que les molécules se lient en un film dur qui repousse l'eau. Votre cuisine prouve déjà que ça marche. Chaque matin. La différence, c'est que les forgerons médiévaux appliquaient exactement le même procédé aux têtes de hache, aux socs de charrue et aux charnières de porte, et obtenaient 20 ans de protection contre la pluie avec une opération de 10 minutes. Pensez à ce qui se passe quand vous laissez couler doucement du miel cru d'une cuillère. Il s'étire, résiste, reste d'un seul tenant. Maintenant, chauffez ce miel jusqu'à ce qu'il fonce et durcisse dans la poêle. Ce changement est irréversible, impossible de le rendre cru. L'huile de lin fait pareil quand la chaleur l'atteint, liquide au départ, film dur à l'arrivée. Après ce procédé, le fer n'a pas un revêtement en surface. Il a de l'huile piégée dedans. La plupart des gens qui essaient de reproduire ce que faisaient les forgerons médiévaux se trompent d'une étape. Et c'est la toute première. Et c'est ce qui sépare un fer qui tient 40 ans d'un fer qui commence à saigner orange avant même la fin du printemps suivant. Voici ce qu'il vous faut. De l'huile de lin crue, pas cuite. Pas celle vendue en quincaillerie avec cicatifs et solvants ajoutés. De l'huile de lin crue, qualité alimentaire, aussi vendue comme huile de graines de lin au rayon cuisine de n'importe quelle épicerie. Une bouteille d'1 demi-litre coûte autour de 8 $ et suffit pour plus de fer que la plupart des foyers n'en ont. Si vous avez un pot de graisse de bacon près de votre cuisinière, utilisez-le. Le suif de bœuf fondu marche aussi, n'importe quelle graisse animale propre de votre cuisine convient. Au Moyen-Âge, on prenait ce qui venait du feu de cuisson. La chimie est assez proche. Il vous faut une source de chaleur. Un brûleur de cuisinière, un chalumeau au propane, un feu de camp. N'importe quoi qui rende le métal trop chaud pour être touché. Il vous faut un chiffon non pelucheux. Un vieux t-shirt en coton. Coupez-le en carrés de la taille de la main. C'est vraiment tout. Une bouteille d'huile que vous avez peut-être déjà. Des chiffons faits dans un t-shirt que vous alliez jeter. Un feu que vous avez déjà. Coût total 0. Voilà l'erreur que presque tout le monde fait. Ils appliquent l'huile à froid. Ils la frottent à température ambiante, essuient l'excédent et croient avoir bien fait. En réalité, ils laissent un mince film d'huile posé sur le métal. Ce film s'oxyde, il rancit. En une saison, il sent mauvais, attire l'humidité, et la rouille dessous a eu des mois pour s'installer avant que vous remarquiez quoi que ce soit. Ce n'est pas la méthode médiévale, c'en est une mauvaise lecture. Les forgerons qui entretenaient les ferrures du château de Bodiam pendant les hivers humides de la vallée de la Roteur, où les douves qui entourent encore le château aujourd'hui inondent les marais alentour chaque mois de janvier, n'appliquaient pas l'huile à froid. Ils chauffaient d'abord le fer. Le métal devait être assez chaud pour qu'un doigt mouillé approché, sans toucher, recule à cause de la chaleur. Le même test qu'avec une poêle avant de faire frire, pas rougeoyant, pas à température de forge, juste trop chaud pour être touché sans sursauter. Quand vous appliquez de l'huile de lin crue sur du métal à cette température, il se passe autre chose. L'huile ne reste pas en surface. Elle est aspirée dans les pores microscopiques du fer pendant que le métal commence à refroidir et à se contracter légèrement. En même temps, la chaleur déclenche la première étape de la polymérisation. Les molécules d'huile commencent à se lier entre elles et au fer dessous, en passant d'un liquide à un film fin et dur. Exactement comme un blanc d'œuf qui change dès qu'il touche une poêle chaude. C'était liquide, ça ne l'est plus. Ce changement est irréversible. Le fer n'a pas un revêtement en surface. Il a de l'huile piégée dedans. L'eau ne peut pas déloger ce qui occupe déjà l'espace. Laissez chauffer le métal jusqu'à ce qu'une goutte d'eau projetée du bout des doigts sur la surface disparaisse instantanément. Pas qu'elle grésille lentement, qu'elle s'évanouisse au contact. Voilà votre repère. Pas besoin de thermomètre. Théophilus Presbytère ne travaillait pas avec un thermomètre. Il se fiait au toucher et à l'observation. Appliquez l'huile maintenant, pas en flaque, pas en marre. Une fine trace avec le coin plié du chiffon. Passez vite sur toute la surface. Le métal refroidit pendant que vous avancez. Regardez la zone traitée. Vous verrez un léger voile, presque un miroitement, monter de la surface. Un soupçon de fumée sur les parties les plus fines. C'est l'huile qui polymérise. C'est la chimie à l'œuvre. N'essuyez pas encore. Attendez 10 secondes. Maintenant, essuyez l'excédent avec une partie propre du chiffon. Vous n'enlevez pas le traitement. Vous retirez ce surplus qui n'a pas pénétré. Ce qui s'est lié au métal reste. Ce qui repose librement dessus s'en va. Posez la pièce. Laissez-la refroidir complètement. 20 minutes minimum.
L'étape suivante est celle que la plupart sautent complètement. C'est aussi celle qui faisait la différence entre les outils d'une garnison qui tenait 8 mois de siège et des outils qui lâchaient dès le 3e mois. Voilà à quoi ça ressemble. Appliquez une deuxième couche, même procédé. Rechauffer à la même température, même fine trace, même observation de 10 secondes, même essuyage. La première couche a ouvert les pores et c'est lié au fer de base. La deuxième remplit les manques laissés par la première. Le fer boit désormais l'huile par étapes, au lieu de simplement recevoir une couche de surface, pour tout ce qui devra affronter une vraie humidité. Outils de jardin qui restent dans une terre mouillée, tête de hache exposée à la pluie, ferrure de porte, lame de couteau stockée dans un air humide, appliquez une 3e couche en reprenant exactement les mêmes étapes. 3 couches au total, 3 remises en chauffe. Environ 30 minutes de vrai travail répartis sur un après-midi. Après la dernière couche, laissez la pièce de côté pendant 48 heures sans la manipuler. La polymérisation continue pendant que le film durcit. La surface se raffermit. Après 2 jours pleins, prenez la pièce et passez fermement l'ongle du pouce sur la surface traitée. Si elle paraît lisse, avec une légère sensation cireuse plutôt que grasse, douce comme une pierre polie par la rivière, pas comme une poêle huilée, la prise est terminée. Déposez une seule goutte d'eau sur la surface. Regardez ce qui se passe. Ça perle. Ça reste au-dessus du métal, rond, distinct, comme une goutte sur une voiture tout juste cirée. Ça ne s'étale pas, ça ne trouve aucune entrée. Poussez-la du bout du doigt. Elle roule plus loin et laisse la surface sèche derrière elle. C'est la physique que Théophile Lemoine a consignée en 1125. C'est sur elle que comptèrent les forgerons de Bodiam en 1385. C'est elle qui protège discrètement les ferrures de la cathédrale de Wells sous la pluie du Somerset depuis le XIIIe siècle. Cette physique n'a pas changé d'une seule variable. Maintenant, imaginez ce qu'un foyer peut en faire. Chaque outil chez vous qui lutte contre la rouille, chaque charnière, chaque fourche de jardin, chaque lame de couteau, chaque pièce en fonte que vous combattez depuis des années. Un après-midi de travail, 0 €, terminé. Ça, c'est pour un seul foyer. Imaginez ce qu'une famille peut en faire à l'échelle d'une propriété entière. Un portail qu'il faut repeindre tous les 2 ans, des ferrures de clôture qui saignent la rouille à la saison humide, un abri à bois dont les charnières grippent chaque hiver. Traitez tout une fois. Enduisez tout, complètement, correctement, avec la chaleur. Puis, laissez faire. Vous n'êtes pas sur un calendrier. Vous n'êtes lié à aucun contrat. Vous n'attendez aucune livraison. Les moines de l'abbaye de Fountains, dans le Yorkshire du Nord, monastère cistercien fondé en 1132 et longuement étudié par English Heritage dans son relevé de propriété de 2005, entretenait la quincaillerie en fer d'un ensemble comprenant un moulin, une forge, des logements d'hôtes et des bâtiments agricoles répartis sur plusieurs acres de la vallée de la Skelle. La règle de Saint-Benoît, écrite vers 516 par Benoît de Nursie et adoptée par l'ordre cistercien à sa fondation en 1098, fixait la gestion de chaque ressource matérielle. Le gaspillage était interdit. Remplacer, c'était avoir failli à sa charge. Chaque outil, chaque charnière, chaque ferrure devait durer indéfiniment, faute de budget pour l'éphémère et faute de marché ou acheter du neuf. Il faisait ça à l'échelle d'un petit village, sans facture, sans infrastructure, sans demander la permission à qui que ce soit. Il y a un cas où ça marche moins bien que partout ailleurs. Les ingénieurs médiévaux l'avaient compris, et la façon dont ils l'ont résolu est la dernière chose de ce texte. La technique marche sur le fer et l'acier. Fonte, fer forgé et acier moderne à faible teneur en carbone, celui de la plupart des outils, charnières et ferrures, y répondent parfaitement. Elle est moins fiable sur l'acier inoxydable. L'acier inoxydable contient du chrome. Le chrome réagit avec l'oxygène de l'air et forme en surface une fine couche invisible d'oxyde de chrome, une barrière auto-réparatrice qui assure déjà l'essentiel de la protection contre la rouille. Quand vous essayez d'appliquer de l'huile de lin sur de l'inox, cette couche d'oxyde de chrome s'interpose entre l'huile et le fer. L'huile ne peut pas pénétrer parce que la surface est déjà occupée. Les forgerons médiévaux n'utilisaient pas d'acier inoxydable. Il n'existait pas. Mais ils en comprenaient le principe sans la chimie. Dans De Diversis Artibus de Théophile Lemoine, dans la traduction de C.R. Dodwell de 1961, la préparation des surfaces de fer par la chaleur avant traitement est décrite. Et Dodwell note dans son commentaire que cette étape préparatoire est exposée avec le même soin que l'application de l'huile elle-même, signe que les artisans tenaient les deux pour également essentiels. Quand vous chauffez le fer avant de l'huiler, vous faites 2 choses à la fois. Vous ouvrez les pores microscopiques de la surface pour qu'ils reçoivent l'huile, et vous brûlez aussi toute oxydation ou contamination qui bloquerait la pénétration. La surface qui rencontre l'huile est propre, ouverte et prête.
Si vous travaillez sur une pièce déjà rouillée en surface, il y a une étape préalable. Faites comme tremper la pièce dans du vinaigre blanc ordinaire pendant 24 heures. L'acide acétique du vinaigre dissout l'oxyde de fer, la rouille, sans attaquer le fer en dessous. Après le trempage, frottez la surface avec une brosse métallique ou de la laine d'acier grossière jusqu'à retrouver un métal gris et propre. Rincez-la. Séchez-la complètement avec un chiffon. Puis enchaînez tout de suite. Si vous laissez le fer décaper sec et à l'air libre, il recommence à rouiller dans l'heure. La surface que vous venez de nettoyer attire ce qu'il atteindra en premier. Séchez-le, chauffez-le, huilez-le, sans pause entre les trois. À ce stade, la vitesse compte. Tout le reste, c'est de la patience. Le château de Bodiam est toujours debout. La vallée de la Roteur déborde toujours en janvier. La pluie de l'East Sussex trouve toujours chaque interstice, chaque joint, chaque surface laissée sans protection. La quincaillerie en fer relevée à Bodiam par English Heritage, matériau d'origine de la fin du XIVe siècle, est toujours intacte. Non parce que quelqu'un l'a préservée, parce que cette physique n'expire pas. Théophile Lemoine a toujours raison. L'huile polymérise toujours. Ce que vous avez fait aujourd'hui accomplit la même chose que ce qu'il a écrit en 1125. Je ne sais pas ce qui vous a amené ici. Ça n'a pas d'importance. Ça marche dans les deux cas.